écarte un peu les jambes. Ok. Attention à tes talons, hein, c'est pas top. Ah. Ouais, un peu trop loin. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de PUMS. On va parler de sport et plus précisément d'activité physique. Sport et activité physique, c'est pas la même chose. Sport, ça veut dire qu'il y a des règles, des méthodes d'entraînement et des compétitions. La pétanque, c'est un sport, Diana. Sport du Sud. Bon, on est habillé plutôt pour aller au casino. C'est un sport de Monaco. Au sport de Monaco, on dira ça. Les échecs aussi, c'est un sport avec très peu d'activité physique. Là, on parlera d'activité physique parce que c'est ça qui est bon pour la santé. On vous expliquera pourquoi. On vous dira quels sont les objets connectés qui peuvent vous aider à progresser. Et on vous donnera des conseils pratiques pour éviter les pièges de l'activité physique. Hein. Exactement, il ne faut pas se remettre au sport n'importe comment. Les pièges pour éviter que l'activité physique Devienne devienne votre pire ennemi. Bonjour Damien. Bonjour Maurice. Vous êtes maître de conférence en physiologie de l'exercice. Je vous présente Diana, Bonjour. Bonjour Diana, docteur enchanté. Cadouche, médecin du sport. Alors là, vous faisiez les 100 pas, si je puis dire, en nous Oui, attendant. tout à fait. Combien de pas réellement depuis ce matin? Eh ben, écoutez, un peu plus de 2500 déjà. Ouais, c'est moyen. Je vais vous donner des chiffres qui sont assez impressionnants, qui viennent des États-Unis. Les personnes qui marchent 8000 pas par jour ont un risque diminué de 50% de mourir prématurément par rapport à ceux qui marchent 4000 pas par jour. Et quand on regarde à 12 000 pas par jour, c'est encore plus impressionnant, une diminution de 65% des risques de mort prématurée. Alors, ce sont les pieds des Américains, mais a priori, nos pieds ne sont pas si différents des Américains. Je vous propose de vous installer Damien et Diana. Alors Damien, on voit l'impact majeur de l'activité physique et ne serait-ce que les pas sur la santé. Dites-nous ce qui se passe dans le corps quand on se met à bouger, qu'on aille faire de la marche, de la course à pied, du jogging ou du golf ou du ski. Eh bien, tout d'abord, le cœur va se mettre à battre plus vite, sa fréquence cardiaque va augmenter, et puis également la force de contraction du cœur va être de plus en plus importante, justement pour assurer un débit cardiaque plus élevé et permettre d'acheminer aux muscles squelettiques beaucoup plus d'oxygène et de nutriments pour qu'ils puissent se contracter et forcer plus longtemps. Donc notre muscle cardiaque va augmenter, plus on fait d'efforts, plus on va économiser son cœur finalement. C'est ça, tout à fait. Celui-ci s'hypertrophie à long terme. Il grossit. Exactement, il grossit, ce qui lui permet de pomper plus fort, plus efficacement, et finalement de s'économiser et de permettre aux gens de pratiquer plus longtemps. Donc ça, c'est au niveau du cœur. Quand on fait de l'activité physique, on respire plus vite, Diana, que l'on court, que l'on fasse de la musculation, on respire plus vite. Donc au niveau des poumons, il se passe également des choses. Exactement, c'est la même logique au niveau du système respiratoire. Il y a une augmentation de la fréquence respiratoire à l'effort, une augmentation du volume courant, ce qui fait que la ventilation, le débit d'air augmente à l'effort, et ce qui permet d'augmenter les échanges gazeux, donc c'est les échanges de gaz entre les capillaires sanguins et les alvéoles au niveau des poumons, qui permet de recharger plus vite le sang en oxygène et de décharger plus vite le sang en CO2, donc ce qui permet là encore d'aller faire des efforts plus longtemps. Plus d'efficacité, des efforts plus longtemps. Oui. Ces échanges d'air, ils peuvent augmenter de manière majeure. Au repos, on estime qu'on fait passer à peu près 6 litres d'air avec de l'oxygène à l'intérieur. Regardez, 6 litres, c'est un peu comme 6 bouteilles de 1 litre, ça fait 6 litres. Et à l'effort, on monte ce débit, donc cette entrée et cette sortie d'air, jusqu'à 120 litres, voire 200 litres. 200 litres chez les sportifs. Et comme pour le cœur, finalement, eh bien, le fait d'entraîner le poumon à accueillir plus d'air et à en rejeter davantage, eh bien, ça permet, comme vous nous le dites, de maintenir l'effort plus longtemps et de moins se fatiguer. Voilà Exactement. pourquoi l'entraînement fait qu'on est plus à l'aise. Exactement. Alors, quand on fait régulièrement de l'activité physique, on fatigue moins son cœur, on fatigue moins ses poumons. Bon, ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Mais à nos patients, à vos patients, Diana, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur leur santé, cette augmentation de l'efficacité de ces organes? Exactement. Donc en fait, il va avoir un effet positif sur notre état de santé. Lorsqu'il y a une augmentation du débit cardiaque, eh bien ça stimule au niveau de nos vaisseaux, de notre paroi, une vasodilatation, donc un écartement finalement des parois. Et ça, ce qui est intéressant finalement, c'est que ça a lieu pendant l'effort, mais aussi après, et ça va durer. Donc ce qui est intéressant, c'est que si vous souffrez d'hypertension artérielle, eh bien, un peu comme un médicament, ça va diminuer votre chiffre de tension artérielle. Donc votre médecin va être ravi, et vous, du coup, vous avez l'impression d'avoir eu un nouveau traitement.
attention, ça a une durée d'action de Attention environ pour l'attention. 22 heures. C'est une petite blague. Petite blague. Donc, Ça a une durée d'action de 22 heures. Ce qui veut dire que si vous utilisez faire tous ça les jours, quoi. aussi, bravo, c'est tous les jours qu'il faut le faire. donc c'est un traitement comme un traitement médicamenteux, mais là c'est naturel à prendre tous les jours pour une efficacité prolongée sur la pression artérielle notamment. Et en plus de ces traitements médicamenteux, bien sûr. En plus, si on en a besoin. Il y a un autre organe sur lequel l'activité physique fait énormément de bien. Ça, souvent, on le néglige. C'est le cerveau. Ce cerveau si important pour tout dans l'organisme. Alors, quel est le lien, Damien, entre l'activité physique et le cerveau? Oui, il a été rapporté dans les études que les sportifs avaient effectivement un fonctionnement cérébral plus performant, des aspects cognitifs plus performants, et notamment dû au grossissement du cerveau et au maintien, voire la croissance de certains neurones, donc qui en fait augmentent les nombres de connexions et donc qui favorisent un meilleur fonctionnement du cerveau. Vous nous dites qu'on peut devenir plus intelligent en faisant du sport ou de l'activité physique. En quelque sorte. Alors, sur le plan des traitements, l'activité physique fait d'ailleurs partie des traitements préventifs de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on a observé qu'après 65 ans, les personnes qui pratiquent des activités physiques régulières ont un risque diminué de 40%, oui, 40% de baisse du risque de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, pendant l'effort, quel que soit son âge, si je puis dire, on va transpirer. Et ça, vous nous dites, Damien, que ça peut être dangereux. C'est un effet physiologique. On perd 1 à 2 litres, voire plus, s'il fait chaud par exemple, d'eau avec du sel par la transpiration. Et ça, vous nous dites que ça peut représenter un risque. Oui, tout à fait. Ça peut représenter un risque de déshydratation. Donc, c'est justement, effectivement, ça peut être dangereux pour des pourcentages de déshydratation élevés. Mais il y a, heureusement, le corps a des hormones à disposition, notamment la vasopressine ou l'aldostérone, qui agissent au niveau rénal, pour garder l'eau, garder le sel, et donc limiter cette déshydratation pendant l'exercice. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même prendre de bons réflexes et s'hydrater avant, pendant et après l'activité physique. Alors pour finir ce petit tour des effets physiologiques de l'activité physique sur l'organisme, un petit tour non exhaustif, il faut parler du muscle. Parce que quand on fait du sport, on met les muscles en action, évidemment, et on perçoit une augmentation du volume. Après une séance de musculation, on se sent bien. Et ça témoigne non seulement que les muscles sont en action, mais aussi que l'exercice a un effet sur ces muscles. Exactement, donc il faut savoir tout d'abord qu'on a à peu près 650 muscles squelettiques dans l'organisme. Et donc ces muscles, avec l'activité physique régulière, s'hypertrophient, ils deviennent plus gros. Et grâce à ça, ils peuvent produire plus de force et aussi forcer plus longtemps, donc nous permettre finalement de faire des exercices sur de plus longues durées. Alors ce ne sont pas que les muscles que l'on perçoit là, quand on palpe, les bras, les cuisses, les fesses, mais il y a des muscles un peu partout. Là, ce sont les abdominaux. Il y en a aussi au niveau du cou, au niveau du dos qui sont majeurs, au niveau du crâne, les masséters qui sont des muscles extrêmement puissants. Donc tous ces muscles peuvent être mis en jeu dans l'exercice. Et quand on fait l'exercice, c'est bénéfique. Exactement, c'est bénéfique. Alors le fait de mobiliser ces muscles plus fréquemment, ça limite le risque de blessure au niveau musculaire, ça limite le risque de blessure articulaire, et puis ça a aussi des impacts bénéfiques, par exemple, pour le diabète. Donc des effets métaboliques, et là, on a un peu plus de mal à comprendre la relation entre le muscle et le diabète. Voilà pourquoi je vais vous montrer une petite animation. Donc le diabète est une maladie dans laquelle l'insuline, une hormone fabriquée par le pancréas, ne peut pas fonctionner correctement. L'insuline, elle permet normalement, en se fixant sur les organes, au sucre, ici, les petits polygones, d'entrer dans les organes. Grâce à cela, les organes qui peuvent stocker le sucre vont stocker, notamment au niveau du foie, au niveau du muscle, et le glucose, le sucre qui se trouve ici, est stocké et donc il ne s'accumule pas dans le sang. Et ça tombe bien parce que le diabète est justement une accumulation de sucre dans le sang. Donc activité physique, efficacité pour le diabète. Et là encore, faut en pratiquer tous les jours. Oui, c'est une utilisation qui doit être quotidienne. Pareil, vous ne pouvez pas manquer votre traitement pour votre diabète, que ce soit une injection ou une gélule. C'est pareil pour le sport, c'est tous les jours. Donc impact sur le métabolisme, mais vous perdez cette efficacité si vous espacez trop les séances. Alors Diana, il faut maintenant que nous disions une vérité. Celle que l'on doit annoncer à nos patients qui veulent améliorer certaines choses sur leur corps. Ça concerne l'activité physique et son effet sur le poids. Oui, alors je vais commencer par une bonne nouvelle. Je vous propose de... Allez, on va au tactile.
pour les bonnes nouvelles. Pour la bonne nouvelle, c'est que l'activité physique diminue ce qu'on appelle le tour de taille et notamment la graisse viscérale. Alors, outre l'aspect très sympathique esthétique, parce qu'on veut tous perdre un petit peu ce tour de taille, il y a surtout une conséquence sur ce qu'on appelle les maladies métaboliques. C'est ça, hein, la graisse viscérale, Et oui. derrière les muscles abdominaux. Hein. Cette petite graisse viscérale qui a l'air planquée, cachée, et finalement, elle est responsable du développement de ce qu'on appelle les maladies métaboliques. Lorsqu'on fait de l'activité physique, on la diminue, donc on améliore finalement sa santé. Alors cette graisse viscérale, on ne peut pas la palper hein, au niveau sous la peau. Elle est à l'intérieur. Vous voyez ici, elle se localise autour des intestins, autour des organes qui sont situés à l'intérieur de l'abdomen. Exactement. Et sur le poids. Et désolé Boris, mais si on ne modifie pas son comportement nutritionnel, le sport, l'activité physique ne fait pas perdre de poids. Alors on peut perdre quelques centaines de grammes, Alors, hein, oui. les études l'ont montré, mais... Voilà, ce n'est pas les 10 à 15 kilos que l'on souhaite lorsque l'on se lance dans certains régimes. Alors j'ai une autre bonne nouvelle pour vous sur l'impact de l'activité physique, peut-être pas sur le poids, mais sur les formes. Amenez-nous du muscle et du gras. Ici, là, merci beaucoup Laetitia, on a 500 grammes de muscle, ce qui est en rouge, je ne vais pas le prendre entre les mains, et 500 grammes de gras. Et vous voyez que le volume n'a rien à voir. Ça, c'est du muscle et c'est beaucoup plus fin. Pour le même masse, le même poids, le volume est plus faible que la même masse de gras. Donc quand on pratique l'activité physique, même si on ne perd pas beaucoup de poids, le fait de développer du muscle et de perdre de la graisse, eh bien en fin de compte, on s'affine. Il y a une autre pathologie ou un groupe de pathologies où l'activité physique semble extrêmement efficace, ce sont les cancers. Les études montrent que la pratique régulière d'activité physique est associée à une réduction de 15% du risque de cancer du sein, cancer le plus fréquent chez la femme, et de 20% pour le cancer du côlon, un cancer extrêmement fréquent également. Alors, les bienfaits de l'activité physique sur la santé ne s'arrêtent pas là, hein. On peut en attendre une protection contre la plupart des maladies chroniques, une amélioration du sommeil, de l'humeur, bref, l'activité physique, c'est un traitement universel et il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Alors, qu'espérer du sport après des années d'arrêt, quand on s'y met après 60 ans, voire 70 ans? Regardez ce témoignage de Gérard Pagnon. Bonjour, je m'appelle Gérard, j'ai 72 ans, je suis médecin généraliste, toujours en activité. Il y a 5 ans, j'étais en mauvais état général. J'ai décidé à me mettre en sport intensif à raison de 6 heures à 8 heures par semaine. Je m'entraîne avec des entraînements style CrossFit et personnel training. Ça m'a permis d'avoir des podiums en Spartan Race en France et aux États-Unis et j'espère en avoir de nouveaux. Alors le message, c'est pas de faire chacun d'entre nous, chacun d'entre vous comme Gérard, mais pour vous montrer qu'on peut s'y mettre à n'importe quel âge. Et dans quelques instants, dans quelques minutes, on vous donnera des conseils pour ne pas tomber dans les pièges, parce qu'effectivement, se mettre à l'activité physique ou s'y remettre, ça peut être dangereux. Mais avant cela, on va parler des objets connectés. Vous savez, les montres connectées. Il y en a également d'autres un peu plus originaux pour faire du tennis. Et pour cela, on va accueillir une experte, Alice Bellicha. Alice, bonjour. Bonjour Boris. Installez-vous. Vous êtes enseignante en activité physique adaptée et vous vous intéressez particulièrement à la santé digitale, cette santé digitale qui s'est mise au service du sport ces dernières années. Beaucoup de gens se procurent des objets connectés. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces objets connectés? À quoi servent-ils? Alors, leur première fonction, c'est vraiment de mettre des chiffres sur des variables qu'on aurait du mal à mesurer autrement. Par exemple, la distance qu'on parcourt, le nombre de pas qu'on fait dans la journée, notre fréquence cardiaque, tout ça, c'est des éléments qu'on aurait du mal à mesurer. Et donc, c'est ce qu'on appelle le quantified self, c'est de mettre des chiffres sur des comportements ou des variables de santé, par exemple. Alors, ça peut faire peur de se dire qu'un être humain est limité à des chiffres, mais je vais vous montrer une enquête Odoxa qui concerne les objets connectés. 4 Français sur 10 utilisent des objets connectés dans le cadre de leurs activités physiques. Et voilà ce qu'ils en font. 73% d'entre eux le font pour améliorer leur performance, 67% pour améliorer la motivation et 60% dans un objectif de santé. Alors Alice, est-ce qu'aujourd'hui les médecins devraient prescrire des objets connectés
pour la santé? Est-ce que ça peut être une prescription médicale comme un médicament, par exemple? Oui, je pense que ça peut faire l'objet d'une prescription médicale puisque ces objets connectés commencent vraiment à faire la preuve de leur efficacité. Donc il y a de plus en plus d'études qui sont publiées qui montrent leur efficacité. Vous parlez d'efficacité, mais qu'est-ce que ça veut dire efficacité pour un objet connecté? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Il ne s'agit pas ici de montrer que ça améliore vraiment l'état de santé des gens, mais de dire que quand on donne un objet connecté à une personne, par exemple qui a un diabète ou qui présente une obésité ou un problème de surpoids, eh bien ça l'aide à pratiquer plus d'activité physique. Et ça, on en a la preuve. Oui, et il y a des études qui prouvent qu'en moyenne, le nombre de pas par jour augmente de l'ordre de 1000 pas. Donc vous me dites que si j'utilise un bracelet comme celui-là, ou une montre qui me donne l'heure en plus, je crois qu'il y a l'heure aussi ici, mais enfin bon, c'est moins agréable, je vais augmenter mon nombre de pas de 1000 pas par jour en moyenne. Voilà, c'est ça, à peu près. Et alors pourquoi les médecins ne prescrivent pas systématiquement cela? Parce qu'on dit à nos patients que faire l'activité physique c'est bon pour la santé, qu'il faut marcher, on connaît les slogans, 30 minutes de marche par jour. Pourquoi ce n'est pas généralisé cette prescription par les médecins? Oui, c'est vrai que les médecins les prescrivent assez peu, probablement parce que ce n'est pas dans leur culture actuellement, ce n'est pas dans la culture des médecins de suivre des données qui ne sont pas strictement des données de santé. Donc les médecins, c'est vrai, ont l'habitude de suivre des données qui peuvent être recueillies par des objets connectés. Par exemple, vous le savez bien, hein, mais le lecteur de glucose, ça pour permet, mesurer la glycémie chez le diabétique. Ça permet de donner des informations très intéressantes au médecin qui peut à ce moment-là vérifier si le traitement est bon, éventuellement l'adapter si besoin. Ici, c'est une donnée un peu différente, ce n'est pas vraiment une donnée de santé. Savoir combien de pas fait une personne, ça ne donne pas d'indication sur l'efficacité du traitement, par exemple. Alors peut-être que ce qui gêne les médecins, c'est la notion de fiabilité, parce qu'au fond, est-ce que ces outils sont fiables? Moi, j'ai comparé cette montre de marque bien connue et un bracelet, pas spécialement celui-là, et il y avait des différences de 20 à 30% dans le nombre de pas, je ne sais pas laquelle est plus fiable. Est-ce que ces outils sont fiables? Oui, c'est un peu leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas très fiables et surtout, ça dépend beaucoup des marques. Donc ces outils-là, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, ce sont des outils grand public et donc il n'y a pas d'évaluation de la fiabilité avant la mise sur le marché. Donc en fonction des marques, la fiabilité varie. Donc on n'est pas toujours sûr que ça mesure bien le bon nombre de pas. Donc si vous vous mettez à marcher 100 pas, il peut y avoir une petite erreur de mesure, enfin petite, plus ou moins grande d'ailleurs. Mais ça souvent, ça sous-estime. Voilà, mais ça donne au moins une indication. Ça donne une indication. Alors, les objets connectés pour le sport, ce n'est pas uniquement les montres et bracelets. Il y a notamment des raquettes de tennis. Je vous amène ça parce que je ne l'ai pas dit, mais vous êtes aussi championne de tennis. Enfin, Ex-championne de tennis, mais on le reste à vie avec ces titres. Et notamment ce petit outil, alors qui n'est plus commercialisé, qui nous promet d'analyser le coup droit, le coup droit et le revers. Et le revers. Oui. Est-ce que vous avez utilisé ça? Est-ce que c'est utile? Alors celui-là, non, parce que on ne peut pas vraiment jouer au tennis avec un truc comme ça au bout de la raquette. Mais ça se développe et aujourd'hui, il y a des capteurs en effet qui sont sur les raquettes et qui permettent de mesurer des paramètres assez sympas. Par exemple, combien de frappes vous avez fait, combien de coups droits, combien de revers, quelle est la vitesse de circulation de la raquette dans l'espace. Donc ça donne des informations assez intéressantes sur la quantité d'entraînement qu'on a pu faire. Voilà. Alors il y a aussi des chaussons de danse connectés, des ballons de basket connectés, on en trouve un peu pour tous les goûts. On va se concentrer sur les capteurs de pas, donc les montres, on en a parlé, ou les bracelets connectés. Quand on les prescrit, est-ce qu'il y a une recommandation à faire aux personnes qui vont les utiliser? Oui, alors c'est une très bonne question. On connaît tous la recommandation de 10 000 pas par jour. C'est vraiment le slogan que tout le monde connaît, mais il faut connaître son histoire, et c'est d'ailleurs assez drôle, c'est que ce slogan a été inventé par des marques... Inventé? Oui, inventé par des marques de podomètres à l'occasion des Jeux de Tokyo de 1964. Donc c'est vraiment un slogan, disons, marketing qui a été ensuite repris et validé par la suite par des études. Mais normalement, ça ne se passe pas comme ça. Vous le savez bien, ce n'est pas comme ça normalement qu'on définit des recommandations de santé. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus dans la communauté scientifique pour dire que la bonne recommandation, c'est plutôt 7 000 pas par jour. 7 000 pas par jour pour avoir un bénéfice santé. Exactement. Tout à l'heure, on montrait qu'à 8 000 pas, on diminuait son risque et 12 000 encore davantage. Mais vous nous dites qu'à partir de 7 000 pas, on a déjà un effet attendu sur la santé. Voilà.
Alors mettons de côté les simples compteurs de pas, parce que ça compte les pas, mais ça ne compte pas quand vous faites de natation, ou même du tennis, où vous avez une activité physique qui n'est pas limitée aux pas. De quoi on dispose aujourd'hui pour le grand public? Parce qu'on a bien compris que ces capteurs-là, ce sont plutôt des capteurs pour les professionnels. De quoi on dispose pour évaluer son activité physique? Alors, il y a un capteur qui est intéressant, qui est le cardiofréquencemètre, donc qui mesure la fréquence cardiaque. Donc là, ces montres-là mesurent également la fréquence cardiaque. Oui. Il y a de plus en plus d'objets connectés qui mesurent la fréquence cardiaque. Là, je suis à 80-85. Ouais, c'est un peu de stress d'être sur le plateau. Voilà. Et d'être avec vous, une ex-championne de tennis. Ouais. Normalement, la fréquence cardiaque au repos, elle est un peu plus faible, mais en effet, il y a de plus en plus d'objets connectés qui sont soit plutôt vraiment dédiés aux sportifs, soit dédiés au grand public, comme ces montres-là, qui mesurent donc la fréquence cardiaque. Et l'intérêt, c'est vraiment de la mesurer pendant l'effort physique, puisqu'on peut définir des seuils en fait, de fréquence cardiaque qui correspondent par exemple à de l'intensité modérée et qui est l'intensité recommandée pour la santé par exemple. Et donc on peut enregistrer le nombre de battements cardiaques sur une journée ou pendant des exercices et en déduire l'importance de l'activité physique qu'on a faite. C'est ça que vous nous dites. C'est ça, mais aussi on peut se dire, je vais aller faire une activité physique et je vais essayer de me situer entre tant et tant de battements par minute en fonction de mon âge ou de mon passé sportif. Et dans ce cas-là, ça donne vraiment un critère pour les gens pour bien adapter leur activité physique à leur santé, par exemple. Alors, très concrètement, est-ce que vous proposez les objets connectés et lesquels? Alors, oui, moi je suis quand même une adepte des objets connectés. Mais vous n'en avez pas aujourd'hui, là? Non, mais alors, moi j'aime beaucoup les montres. Je suis très attachée à ma montre et donc j'ai pas envie de la remplacer par un objet que je trouve un peu moins beau. Mais j'ai mon smartphone dans la poche, comme tout le monde. Montrez-nous. Oui, voilà. Il est là. Et donc, je recommande aux personnes qui débutent une activité physique d'utiliser leur smartphone avec des applications natives, c'est-à-dire qui sont déjà installées quand on l'achète, qui recueillent le nombre de pas et c'est déjà une très bonne indication de volume moyen d'activité physique et ça permet surtout de suivre les progrès au cours du temps. Donc ça, c'est pour démarrer. Voilà, ça c'est pour démarrer. Ensuite, pour aller un peu plus loin, les cardiofréquencemètres, c'est vraiment un bon outil. Et donc là, il y a toute une gamme, ça va donc des petits bracelets comme ça, il y en a de toutes les couleurs. Il faut compter combien pour un bracelet fiable? Parce que vous nous disiez que tout n'est pas forcément fiable. Voilà, un bracelet, voici une montre de petite marque, je crois, et vous avez ici une montre de marque, l'Apple Watch, quoi. Oui. Combien il faut compter pour un objet fiable? Pour la fréquence cardiaque, il faut compter au moins 150 €. Donc c'est quand même un petit investissement. Donc les objets à 15-20 € peut-être pour démarrer à la place du smartphone, mais... Ouais, pour la fréquence cardiaque, ça ne va pas être une donnée vraiment suffisamment fiable. Mais pour des podomètres plus classiques, il y en a à des prix plus raisonnables. Mais pour la fréquence cardiaque, c'est vrai qu'il faut investir un peu d'argent au début. Voilà, un petit investissement, mais c'est rentable quand vous voyez l'impact de l'activité physique pour la santé. Je pense que ça vaut la peine d'investir. Merci beaucoup. Merci Boris pour votre invitation. Alice Belisha. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université. Pas encore, j'espère le devenir prochainement. Pas encore, mais en tout cas ex-championne, enseignante en activité physique et bientôt maître de conférence. Ouais, merci beaucoup. On va maintenant vous donner des conseils parce que quand on se met à l'activité physique, quand on décide de le faire, certes, c'est toujours bénéfique, mais il y a des pièges à éviter, comme se jeter sur des choses. On va vous en parler avec Diana Kadouche. Se jeter sur des choses, j'allais dire, mais Diana, dites-nous, donc qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en premier lieu quand on veut faire l'activité physique? Alors, on est tous passés par des envies, on va dire, de suivre un exemple, quelqu'un qui nous conseille pour se remettre à l'activité physique. Le premier message que j'ai à vous dire, c'est déjà, soyez sûr de votre interlocuteur. Qui est en train de vous parler? Est-ce que c'est un professionnel du sport qui est diplômé d'État, d'accord? Donc ça peut être un coach sportif diplômé d'État, ça peut être un médecin du sport, ça peut être un enseignant en activité physique adaptée. Ou est-ce que c'est pas un influenceur ou quelqu'un qui a eu sa propre expérience et qui juge que du coup il peut vous la conseiller? C'est pas parce qu'on est sportif soi-même ou qu'on aime le sport que l'on peut enseigner le sport en toute sécurité. C'est ça que vous nous dites. Exactement, surtout que cette personne qui va vous parler n'est pas formée. Et donc si vous remettez à l'activité physique et que vous avez des pathologies, autant vous dire qu'il ne va pas savoir vous conseiller. Alors, dans le choix des programmes sportifs, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Alors, ce qu'il ne faut pas faire, et je vous alerte parce qu'on le voit tous, d'accord, c'est ce que j'appelle un petit peu les deals séduisants, les objectifs un peu qui viennent vous promettre monts et merveilles pour, par exemple, je ne sais pas, faire des crunchs. J'en ai trouvé un justement. Je voulais vous demander votre avis à tous les deux. Celui-là, on nous propose des crunchs, un défi. 10 000 crunchs en 30 jours. Vous savez, les crunchs, c'est les exercices que l'on fait pour les abdominaux. Hein. Voilà, donc c'est un objectif merveilleux qui fait 10 000 crunchs. Et surtout, c'est incroyable, c'est 30 jours. 30 jours, 10 000 crunchs. Donc on passe de rien du tout, on avait tout arrêté. 300 par jour. Et on s'y remet. Donc de tout, de rien à tout, d'accord, très bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous promettent des choses comme vous aurez des tablettes de chocolat, vous aurez le ventre plat. Alors oui, c'est séduisant, mais en fait, on sait très bien, et on le sait d'ailleurs soi-même, que c'est pas possible. Et on peut pas faire ce genre, on va dire, de défi. Pourquoi ? Parce qu'au mieux, c'est inadapté. Au pire, c'est extrêmement dangereux. Alors, on regarde sur Internet, il y a pas mal de choses sur YouTube. Venez avec moi et vous allez nous dire si tout est à mettre dans le même sac. Regardez les programmes d'activité physique avec des vidéos. Alors, le fait d'être accompagné à domicile, moi je trouve que c'est un message intéressant, d'accord ? Maintenant, qui est-ce qui nous parle ? Donc là, on a un petit côté influenceur quand même qui prédomine. Donc par exemple, vous aurez des conséquences. C'est sympa là, les tablettes de chocolat. C'est très sympa, on a tous envie de faire ça. Mais par exemple, si on prend l'exemple de votre 10 000 merveilleux crunch, d'accord ? Les conséquences sur la santé, par exemple, c'est quoi ? C'est des douleurs, ce qu'on appelle au cervicalgie. Ça va être un périnée qui est contracté et donc des risques, excusez-moi, c'est très sexy, de fuite urinaire. Voilà, il y a par exemple, si vous avez un écartement, ça s'appelle un diastasis en médecine, mais un écartement des muscles, et notamment après la grossesse, il est absolument déconseillé de faire ces crunchs. Donc on ne peut pas, on va dire, faire tout et n'importe quoi. Donc c'est pas parce qu'il y a une belle miniature, quelqu'un de beau et un influenceur que ce programme est adapté. Non. Je voudrais vous montrer un programme qui a été développé avec l'Université de Paris qui s'appelle Tous en forme. Regardez. Ici. Et là, c'est un programme qui est fait par le service sport de l'université avec des médecins et dans lequel on a des exercices pour tout niveau et à tout âge. Alors, si on ne sait pas choisir un programme Internet, si on va aller au-delà de simplement une application, beaucoup cherchent la motivation et donc vont s'inscrire en salle de sport. Et là aussi, vous avez une réserve. Alors, on fait tout ça. Hein. C'est le nouvel an, c'est notre anniversaire. Finalement, on a très envie d'aller à la salle de sport. Les bonnes résolutions. Et du coup, on va dépenser. Les bonnes résolutions, il y en a en septembre, il y en a en janvier, il y en a en avril. Mais à chaque fois, ça dure... Et ben voilà, c'est la différence entre motivation et persévérance. Et il faut savoir que les salles de sport, ils adorent ce concept. C'est-à-dire, ils veulent que vous veniez et pas que vous payiez l'entrée. Ils veulent absolument que vous engagiez un contrat d'1 an. Et alors, les données, eh bien, finalement, elles sont rigolotes. C'est parce que eux, c'est leur business plan. C'est-à-dire, ça s'appelle « use it or lose it ». Et en fait, on s'est rendu compte... Et vous allez vous faire des amis, vous. Hein. Ils vont m'adorer. Bon, ils le savent tous. Hein, mais aux États-Unis, on s'est rendu compte que les nouveaux inscrits de janvier, eh bien, 50% d'entre eux, dès les mois d'après, n'étaient déjà plus présents. Et on estime que sur l'année, ces nouveaux inscrits peut-être fréquenteront 4 fois la salle de sport. Alors moi, je vais aller encore plus loin, si vous voulez gagner de l'argent, parce qu'il y a une étude qui a été conduite par 2 économistes qui ont cherché à évaluer ce qu'on gagnait à ne pas s'inscrire en salle de sport. Et ils ont publié, donc dans une revue d'économie en 2006, ils ont calculé que les consommateurs abonnés à l'année perdent $600 par an. C'est la différence qu'il y a si vous payez l'abonnement à l'année ou si vous décidez de payer la séance à l'entrée en achetant des tickets par 10. Exactement. Donc, on n'est pas contre la salle de sport, non. mais... Non, c'est juste ce que l'on dit, c'est que voilà, il y a des athlètes qui y vont tous les jours. Là n'est pas le discours. Maintenant, si vous voulez investir pour reprendre l'activité physique et que vous avez peur finalement des dépenses, vous venez de le montrer, Boris. On estime en fait que pour avoir l'appareil à domicile, c'est entre 200 et 300 euros. Oui, très bien. Ce rameur, il coûte un peu plus cher. On l'a acheté pour Pums. Et je dois vous avouer qu'il est assez incroyable parce que quand vous en faites, vous entendez le bruit de l'eau. Donc c'est un rameur qu'on ne branche pas, qui marche à l'eau, purement mécanique. Et on a envie de continuer. Voilà, donc ce qui est intéressant, si vous avez une envie de bois à domicile, pourquoi pas, mais en tous les cas, majoritairement, ça sera 200 à 300 euros pour l'équipement. Mais surtout, c'est un équipement que vous allez garder, c'est-à-dire qu'il est à vous,
et vous ne serez jamais perdant. On n'est jamais perdant, quelque chose que l'on peut même changer et revendre. Donc, c'est plus intéressant en reprise d'activité physique de faire à domicile quelque chose de peu onéreux plutôt que d'aller en salle de sport. Alors, il y a un autre conseil que vous voulez donner, un autre piège, il concerne l'alimentation. Alors oui, l'alimentation. Il y a 2 messages. On l'a vu tout à l'heure, je sais que vous me détestez tous maintenant, mais le sport ne fait pas perdre de poids, d'accord ? En gros, il augmente un peu la dépense énergétique, mais pas assez. C'est naturellement contrebalancé par ce que vous mangez, sans même que vous vous en rendiez compte. Bon, si vous devenez, je ne sais pas, coureur du Tour de France et que vous dépensez On a quand même 5 000... évalué que les coureurs du Tour de Oui. France perdent du poids. Oui, parce qu'ils Oui, tout à dépensent fait. 4 500. Impressionnant, d'ailleurs. Ils dépensent 4 500 Voilà, calories c'est ça. par étape. Alors là, oui, je retire ce que je viens de dire, ça Voir fait perdre du poids. l'intensité, oui. Exactement. Maintenant, vous n'allez pas perdre du poids, mais du coup, ne faites pas l'inverse. C'est-à-dire, ne vous dites pas, ça y est, je suis devenue sportive, je fais de la musculation, tant mieux. Bon, je m'entraîne comme vous et moi, c'est-à-dire 3 fois par semaine, 3 heures par semaine, les recommandations. En fait, ça, surtout, n'augmentez pas votre apport énergétique, que ce soit en protéines ou tout le reste de votre repas. À coup sûr, vous allez prendre du poids. Ouais, faites attention. J'ai vu effectivement souvent des patients qui faisaient l'exercice en association et dans les vestiaires se partager des biscuits secs en se disant qu'ils pouvaient se permettre ça après l'activité. Protéinés, très souvent. C'est plus Alors, ça. non, là, c'était des biscuits secs. Voilà. Ouais, c'était pas des. C'est sûr. Voilà. Alors, on n'a rien contre les biscuits secs pour se faire plaisir, mais l'activité physique telle qu'on l'a mentionnée aujourd'hui ne justifie pas d'augmenter les apports alimentaires. Alors, en pratique, si on maintenant doit conseiller une démarche, donc pour la pratique d'activité physique, on pourrait la résumer en quelques mots. Alors, en quelques mots, pour reprendre l'activité physique, déjà, nous avons consacré une émission Boris que l'on peut regarder. C'est une activité physique qui est, on va dire, modérée. On commence progressivement et surtout, on va être assidu. On le fait à domicile, on investit sur du bon matériel, on se fait conseiller par des professionnels du sport qui sont diplômés d'État. Et puis, on continue à manger normalement pour le moment. Et on ne tombe pas dans la surmotivation. Voilà, et puis comme disait Goethe, celui qui finalement prend conscience de ses limites est le plus proche de la perfection. Oula, bon, on va finir là-dessus. Hein. Merci Diana, merci Damien, Merci à vous. merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, à interagir avec nous. On est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. À très vite avec Pums.